Bonjour à tous, mais quand allons-nous sortir de la crise? Vous aussi, vous avez l'impression de vivre une crise économique permanente? Eh bien, les indicateurs le confirment. 66 000 entreprises ont déposé le bilan l'année dernière, du jamais vu. 250 000 emplois sont menacés selon les syndicats. Et notre région n'est pas épargnée. Alors, quel horizon pour les entreprises régionales en Pays de la Loire? Est-on condamné à gérer une crise sans fin? L'incertitude internationale avec Donald Trump et la guerre en Ukraine, tout cela a-t-il tué la croissance? On en débat dans un instant avec mes invités. Mais d'abord, à quoi ressemble la vie de ces entreprises en difficulté? Illustration dans la région nantaise, on a suivi sur le terrain un mandataire judiciaire. Reportage Vincent Rénal et David Jouya. Le redressement d'une entreprise, c'est d'abord une histoire d'homme. Frédéric Blanc est mandataire judiciaire. Son rôle, piloter la procédure, négocier avec les créanciers et surtout soutenir les dirigeants en difficulté. On prend souvent des échanges un peu de température, savoir déjà si le dirigeant a le moral, s'il a le sourire ou pas, ça vous renseigne tout de suite sur l'ambiance du redressement judiciaire. C'est une vieille maison nantaise passée aux mains de 3 générations. Ici, on fabrique des brosses de tout poil depuis 1947. Métallique pour l'industrie, en fibre naturelle pour les particuliers. Passé de 5 à 18 salariés, avec un chiffre d'affaires multiplié par 4 en 10 ans, la brosserie Julio est plutôt très bien gérée. Mais la crise économique est passée par là. L'entreprise est en observation et donc en redressement depuis 7 mois. Le dirigeant était devenu souvent un gestionnaire de difficultés. Quand il décrochait son téléphone, c'était pour demander des délais ou pour dire à des gens qu'ils ne pourraient pas payer tout de suite ou pour obtenir des accords, des choses comme ça. Bon. Avec l'ouverture de la procédure, tout ce travail casse-pied, etc., il est dirigé vers l'administrateur et le mandataire judiciaire. Et tout d'un coup, le dirigeant, lui, il est réinvesti dans son rôle de dirigeant. Et alors ça, c'est formidable de voir quelqu'un qui, tout d'un coup, il se remet à avoir des projets, il se remet à remettre son appareil en marche, et il va chercher des clients, il se redresse même physiquement. Et ça, c'est souvent assez bluffant de voir qu'on passe d'un métier de gestionnaire de merde à quelqu'un qui va chercher des solutions et redévelopper son business. Et la procédure l'a prouvé, c'est qu'il n'y a pas de faute de gestion, il n'y a pas eu d'erreur. Le plus important, c'est aller de l'avant et de se projeter, quoi. Donc, moi, personnellement, je suis pas dans la culpabilité, d'en dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. En fait, c'est le début de la fin. Hein. Quand on commence à vouloir refaire l'histoire, on n'avance pas. Hein. Là, on est plutôt optimiste, donc on est dans la deuxième phase du redressement judiciaire où la phase de diagnostic a déjà eu lieu et maintenant on va sur l'établissement de la solution. Et donc l'établissement de la solution, dans ce cas de figure-là, c'est de présenter un plan aux créanciers, un plan d'étalement sur 10 ans, peut-être un plan progressif parce qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite dans l'apurement des dettes. Il faut aussi se conserver de la marge de réinvestissement parce qu'on est dans une entreprise industrielle et donc il faut aussi voir l'avenir. Il n'y a pas que les difficultés du passé à régler, mais il faut aussi se projeter dans l'avenir. 10 ans, c'est long. Il faut que l'entreprise puisse adapter son outil industriel aux défis de demain et donc les choses évoluent tout le temps. Ça, il faut bien l'anticiper. Le plus dur est derrière nous. Et je pense que le message que je voudrais faire passer, c'est aux autres chefs d'entreprise à qui je parle de cette procédure, qui me regardent avec un regard terrifié en disant « Oh, comment tu fais ?» En fait, n'ayez pas peur et prenez contact, allez vers le tribunal de commerce, rencontrez des administrateurs, des mandataires. Peut-être que vous n'aurez jamais besoin de leur service, mais au cas où, vous savez qu'ils existent et ils sont vraiment là pour vous aider, quoi. Des tribunaux très sollicités en cette période de crise. À Nantes, le nombre de procédures nouvelles a grimpé de 12% entre 2023 et 2024. Et pas d'éclaircie à l'horizon en ce début d'année. La juridiction de Nantes traite entre 20 et 25 nouvelles procédures collectives chaque semaine. Voilà, qui permet un petit peu de planter ce décor compliqué pour les entreprises de France et de notre région. Bonjour Simone Kamiki. Bonjour. Vous êtes la directrice régionale de la Banque de France et vous avez publié une étude de conjoncture économique auprès de 1500 entreprises chez nous en Pays de la Loire. On va voir ce qui en ressort. 2 chefs d'entreprise aussi sur notre plateau. Yann Trichard, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Loire-Atlantique. Bonjour. Bonjour. Et puis Christophe Durand, président de la CPME 44. C'est les petites et moyennes entreprises que vous représentez notamment ici. Merci à tous les 3.
Une situation comme celle-là, comme cette entreprise, c'est de plus en plus banal. Vous en voyez, vous en accompagnez de plus en plus les uns les autres. Yann Trichard. J'aime pas dire que c'est banal, c'est horrible. La réalité, c'est que derrière, ce sont des emplois. Et oui, la situation économique, le climat d'incertitude amène un nombre croissant d'entreprises à être en redressement judiciaire. Donc la situation économique est pour le moins préoccupante. Et on va voir dans le détail quelles peuvent être les difficultés. Même constat pour vous, il y a ce chiffre, plus 20% de défaillance d'entreprise, donc très clairement de dépôt de bilan. C'est un chiffre national, on est à peu près dans cet ordre de grandeur aussi chez nous, en Pays de la Loire, ou la situation est différente? Alors la situation, je pense, est quasi similaire, sauf qu'aujourd'hui, on est sur un territoire résilient, avec des grands donneurs d'ordre qui permettent d'amortir finalement le choc. Néanmoins, au dernier relevé du tribunal de commerce, des chiffres depuis le 1er janvier 2025, on constate quand même, on a multiplié par 2 le nombre de redressements judiciaires. Depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à hier, c'était les données qu'on avait, versus la même période de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 2 le nombre de redressements. Ce qui est catastrophique. Et pour autant, un redressement en soi, c'est ce qu'on entendait dans le reportage, c'est pas forcément la fin du monde. Oui. Un juge du tribunal de commerce de Nantes nous disait d'ailleurs, il faut pas hésiter, 3 procédures sur 4, on trouve une solution. Et donc on préserve l'emploi, on préserve l'activité. Parfois, on arrive trop tard devant le tribunal, c'est ce qu'on comprend aussi du reportage. Oui, mais le tribunal a fait un travail remarquable ces dernières années. De prévention, à communiquer auprès des entreprises, auprès des relais, chambres de commerce, les syndicats, pour faire de la prévention auprès des entreprises en disant si vous avez un coup de mou, si vous sentez que vous avez une trésorerie qui commence à s'affaiblir, n'hésitez pas à anticiper, venez nous voir, parce qu'on a des experts qui vous accompagnent. Mais on ne peut pas vous accompagner lorsqu'il est trop tard. Et d'ailleurs, les 2 chiffres qu'on peut opposer, c'est on a multiplié par 2 donc les liquidations judiciaires, sauf qu'on a multiplié que par 20%, plus 20% seulement, les liquidations. Donc on passe de x2 en redressement à plus 20% seulement les liquidations. Donc concrètement, on arrive à trouver des solutions de plus en plus quand c'est pris suffisamment tôt. Et le message est passé. Oui, je vais le compléter si jamais, en un instant, pour dire, là on parle de redressement judiciaire, mais aller au tribunal, c'est pas aller au redressement judiciaire d'abord, c'est des procédures de conciliation et de mandat ad hoc. C'est avant, et c'est pour ça qu'il faut aller, au moment où on commence à avoir des difficultés, voir le tribunal pour qu'il puisse travailler avec le chef d'entreprise pour accompagner avant qu'on soit dans une situation où on va être mis en redressement judiciaire. Et c'est là où on a les meilleurs résultats, parce qu'en fait, il y a des processus et de l'accompagnement qui peut nous amener effectivement à anticiper, renégocier un certain nombre de choses avec les banques pour favoriser le passage. Question bête, mais est-ce qu'aujourd'hui, on sait dire quel pourcentage d'entreprises en Pays de la Loire est en difficulté? Nos enquêtes là de la Banque de France et de la Chambre de commerce et d'industrie le montrent. En fait, il y a des gros indicateurs. On a un premier indicateur qui est la baisse de chiffre d'affaires et un second qui est la trésorerie. En gros, les crises de croissance amènent des problématiques de trésorerie qui amènent vers le redressement judiciaire. Donc c'est un vrai gros sujet. Et puis bien sûr, les pertes de chiffre d'affaires qui logiquement amènent à moins de revenus et moins de capacité à maintenir l'emploi. Ce chiffre d'ailleurs de la CCI... Près d'une entreprise sur 2, 43% en l'occurrence, prévoit un chiffre d'affaires en baisse cette année, donc près d'une entreprise sur 2, et c'est un chiffre en forte augmentation, plus 11 points. Voilà, ça fait partie des indicateurs inquiétants. Du côté de la Banque de France, est-ce qu'on arrive à sectoriser et à voir quels sont les secteurs les plus en difficulté ? Alors, on a d'abord 3 grands secteurs, l'industrie, les services marchands et la construction. Donc, comme vous le savez, peut-être qu'aujourd'hui, le secteur, dans les plus grands secteurs, celui qui est le plus en difficulté, c'est quand même la construction. Donc, et on a passé une année de résistance, je dirais, de résilience sur notre région Pays de la Loire. L'année 2025 s'annonce aussi un peu mieux résistante que le reste de la France. Après, dans ce qui concerne les services marchands, on vient de passer une année où il y a une baisse de l'activité. 2025, on devrait avoir une petite augmentation, parce que dans notre étude, selon les chefs d'entreprise, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 3,9%. Et je terminerai sur l'industrie. L'industrie qui a été, pour notre région, en fort repli l'année dernière, beaucoup plus que ce qui était attendu au début d'année, puisqu'en fin d'année, les chefs d'entreprise nous ont annoncé moins 1,1% pour leur chiffre d'affaires. Et il y aurait, pour l'année 2025, une attente d'augmentation de chiffre d'affaires dans ce secteur manufacturier de 2,2%.
Et donc, à l'échelle de la région, si on se projette sur 2025, on se dit quoi? Le pire est passé, 2024 était une année presque catastrophique. Est-ce qu'on revoit un peu la lumière au bout du tunnel ou pas du tout? Il faut s'attendre encore à au moins des mois compliqués, si ce n'est des années compliquées. En commençant par la France, on n'est pas en récession, ça c'est sûr, mais on est en période encore de complexité. Plus 0,5% de croissance à l'échelle des Pays de la Loire. Les prévisions de l'INSEE, elles sont quand même très faibles sur 2025. Et plus 0,9 pour l'ensemble de la France. Ça veut dire qu'on serait en dessous la croissance française en Pays de la Loire. Oui, un petit peu en dessous. Donc on est je crois que les Pays de la Loire est une économie riche et multiple, ce qui fait sa robustesse. Mais on est quand même encore dans une année 2025 qui va être une année pas aussi éclatante que ce que l'on pourrait espérer. Constat partagé, j'imagine, par les remontées terrain que vous avez? En fait, l'économie, c'est plusieurs composantes. Et c'est la composante principale de notre territoire, c'est l'industrie. Et tout le monde connaît Airbus, les chantiers de l'Atlantique, Naval Group. Et donc, ces gros donneurs d'ordre, Manitou, Terena, enfin des grosses entreprises qui, aujourd'hui, assurent un matelas économique qui fait qu'on résiste bien, d'où un taux de chômage qui est pas Pour trop. tous les sous-traitants, très clairement, toute la chaîne. Du coup, ça fait travailler toute la chaîne directe de sous-traitance. Mais ça, c'est le premier pan, c'est celui qui est solide et c'est celui qui fait qu'on tient globalement. Et après, il y a le reste de l'économie, c'est-à-dire, on a parlé de la construction, très dure. Café, hôtel, restaurant, mais surtout les cafés et les restaurants. D'ailleurs, tout le monde constate qu'il y a des restaurants qui sont plus ouverts le dimanche. Des boulangeries aussi, je voyais ça, beaucoup de boulangeries qui ferment C'est la réalité d'une modification structurelle de consommation. Et puis, on voit tous dans les centres-villes des commerces qui ferment. Et dans les centres-villes, les commerces qui ferment, c'est parce que nos habitudes de consommation ont changé. Donc, l'analyse de l'INSEE, c'est de dire on dépense 2 milliards d'euros de moins en France par mois dans la consommation, 2 milliards. Donc c'est colossal, c'est 4% de la consommation normale. Donc cette baisse-là, elle se traduit par des fermetures, et c'est comme ça qu'on a cette impression de crise. On rentre dans un centre-ville, on se dit « Ah bah tiens, telle boutique a fermé, telle boutique a fermé ». Et c'est nous, les consommateurs, qui avons changé, un peu réduit, donc d'où les chiffres qui pourront être donnés sur l'épargne des ménages, qui est au plus haut, 6 400 milliards, c'est 2 fois à peu près la dette française. Donc c'est très élevé. Et la partie de consommation que l'on fait, on la fait plus sur les réseaux sociaux et pour grande partie en Chine. Donc, la faute au consommateur, quelque part, c'est pas la faute au consommateur. La responsabilité, en tout cas. Il n'y a pas de faute. Il y a juste effectivement une adaptation de marché. Il ne faut pas cristalliser les choses. Chaque consommateur consomme comme bon lui semble. On a une responsabilité et une adaptation à un monde qui change. Et donc, on a besoin de consommer parce que les 50 € qu'on consomme en allant au restaurant ou en allant à la boulangerie ou autre, ils vont ensuite être consommés par ce boulanger pour acheter de l'énergie, pour acheter du pain, pour acheter autre chose, etc. Et c'est cette circulation monétaire qui fait notre économie. Et c'est ça qui aujourd'hui est un peu enrayé. Est-ce que c'est le moment aussi de s'interroger sur la structure industrielle du pays? Alors certes, le consommateur a évidemment son rôle, mais Mathias Tavel, député La France Insoumise de Loire-Atlantique, est intervenu à l'Assemblée nationale cette semaine avec un rapport sur la situation industrielle de la France. Il dit « La France doit être plus offensive sur la réindustrialisation ». Ça, pour le coup, c'est pas le consommateur, c'est les politiques publiques et les entreprises. Le chantier paraît énorme là-dessus. Le chantier paraît énorme, surtout qu'en quelques décennies, on a divisé par 2 le taux d'industrialisation en France. Enfin, la part de l'industrie en France. Et c'est vrai que ce ne sont pas forcément des territoires qui ont la main, mais ce sont plutôt des politiques nationales, voire européennes, qui ont la main là-dessus. On le voit très bien aujourd'hui sur des territoires comme la Loire-Atlantique. Il y a eu une volonté politique à un moment donné de mettre en place des chantiers navals. Premièrement. Deuxièmement, d'y implanter Airbus. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un territoire où finalement l'économie est plutôt assez florissante. Ça, c'est de la politique européenne, ça, c'est de la politique nationale. Française. Oui, absolument. Les Pays de la Loire. 8% des entreprises. 8% des entreprises en région Pays de la Loire sont dans le secteur de l'industrie. Là encore, l'industrie, c'est intéressant. Quelle industrie on peut garder ? On peut garder une industrie que d'autres ne peuvent pas copier. Pourquoi est-ce qu'on achète en Chine aujourd'hui ? Parce que ça coûte moins cher. Et donc, nous, consommateurs, on achète en regardant les prix. Et donc, pour acheter français, c'est beaucoup plus cher. Et c'est pour ça qu'une partie de notre industrie ne peut pas rester. C'est le cas de Michelin,
qui a fermé ici, alors que Michelin paye des impôts en France, existe en France, maintient le maximum en France, mais sur un segment qui est le segment haut de gamme. C'est pour ça qu'on fabrique des paquebots ici, parce qu'on est les seuls à pouvoir le faire, ou des avions, parce qu'on ne peut pas être concurrencé simplement par la Chine. Donc l'industrie manufacturière traditionnelle, comme les pneus moyen de gamme, ils sont en train de partir complètement en Asie parce que les coûts de production sont moins élevés. Notre enjeu d'industrialisation, il est d'essayer de trouver les secteurs industriels qui sont des secteurs innovants, différenciants, sur lesquels, effectivement, les questions relatives au coût de la main-d'œuvre en France vont être moins impactantes. C'est le cas pour ces grandes industries. Ça, c'est une planification à long terme. Il y a aussi des mesures peut-être à très court terme. Dans son rapport, Mathias Tavel propose un tarif régulé de l'électricité, qui était un des problèmes notamment de ces derniers mois avec la facture qui flambait. Ça, du côté des entreprises, on dit banco, on peut aller là-dessus. C'est la demande qui vous remonte ? Non, en fait, encore une fois, on est dans une... Ça, c'est du concret. Oui, on est dans une économie de marché. L'économie de marché, ça veut dire qu'on vend de l'électricité à d'autres pays, on produit un certain nombre de choses ici, on essaye d'en exporter pour une partie et on accompagne des industries à pouvoir se localiser. La question de tarifs planifiés, c'est qui paye le delta par rapport à ça. C'est-à-dire, dès qu'on sort et qu'on se décorrèle du marché, il faut bien que quelqu'un paye. Et donc, ce delta-là, la difficulté avec une dette française qui est très, très importante, eh bien, c'est qu'il faudrait qu'on trouve une situation pour le payer. Et il ne s'agit pas de faire des tarifs régulés pour qu'ils soient plus élevés que le marché de la production. Donc, je ne suis pas persuadé. Moi, je crois beaucoup à cette capacité que nous avons à pouvoir trouver des solutions concrètes sur des industries qui, positivement, vont pouvoir produire en France des produits spécifiques haut de gamme. Mais la balle est dans quel camp ? C'est à l'État d'être plus volontariste, très concrètement, pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on fait face à ce constat qui peut paraître déroutant ? À qui de jouer maintenant ? Eh bien, c'est tout le monde. Il n'y a pas une solution, c'est un tel ou c'est l'autre. Nous sommes tous des membres de cette chaîne-là. En fait, c'est un peu vous, un peu moi. C'est quand on va chercher notre pain, quand on achète... Le consommateur, on l'a entendu, mais qu'est-ce que vous disent les chefs d'entreprise ? De quoi ils ont besoin ? Les TPE, les PME ? Qu'est-ce qui peut être décidé rapidement et qui donnerait un peu d'air à ces acteurs ? Beaucoup d'entreprises ont le sentiment, je ne dis pas la majorité, mais certains entrepreneurs ont quand même le sentiment que la construction européenne a oublié les TPE et PME. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché globalisé. L'Europe a été construite de telle sorte à ce que les entreprises de taille conséquente aient les moyens de se développer sur un marché européen, voire mondial. Sauf qu'aujourd'hui, quand on voit les adhérents de la CPME, en l'occurrence, ce sont des gens qui sont sur des marchés locaux, mais qui se sont vus faire concurrencer par des pays hors Union européenne. Et donc, une frange de nos adhérents estime que l'Union européenne, en contrepartie, n'a pas protégé davantage que ça certains savoir-faire ou certaines industries, on va dire, dites fragiles. Et l'écart se crée avec les grands groupes, parce qu'on a beaucoup commenté ces chiffres de dividendes records pour le CAC 40 l'année dernière, 68 milliards d'euros de mémoire reversés aux actionnaires. On a l'impression que tout va bien pour les grands groupes et qu'on oublie un petit peu ceux qui vivent réellement cette crise sans fin, comme le titre de l'émission, qui sont les petites boîtes, celles du quotidien autour de nous. C'est un constat que vous partagez ? Je pense que... Il y a deux mondes économiques aujourd'hui ? Non, je pense que toutes les entreprises vivent ces difficultés, que ce soit des grands groupes ou des petites entreprises. Je pense que si vous comparez à l'économie mondiale, c'est un besoin de compétitivité. En fait, que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise qui vont agir sur des marchés différents, elles ont besoin d'être compétitives par rapport à des produits qui pourraient venir de l'extérieur, qui peuvent venir d'autres pays de l'Union européenne ou venir d'autres pays comme la Chine ou les États-Unis si ce sont des produits qui viennent des États-Unis. Donc, vous voyez, à la base, c'est un point de compétitivité dans nos entreprises. Et nos entreprises, cette année, effectivement, en 2024, pas 2025, mais 2024, elles ont souffert de l'augmentation des coûts. Il a fallu faire face aux coûts qui sont liés, et vous l'avez dit, à l'électricité. Aujourd'hui, il y a eu des boucliers tarifaires qui ont aidé pendant l'année 2023. Même si les prix ont baissé. Il y a eu les augmentations de salaires qui ont été nécessaires par rapport à l'inflation, qui aujourd'hui, ces augmentations de ces salaires vont devenir plus élevées que l'inflation. Donc, on va gagner du pouvoir d'achat. Ça repose, comme disait tout à l'heure le président de la CCI,
C'est-à-dire que si on a du pouvoir d'achat, on va regagner en consommation. Pouvoir d'achat, donc, égale la consommation. Et quand on consomme, on produit. Quand on produit, notre économie va mieux. Il faut réamorcer la pompe. C'est un peu ce que j'entends. Vous parliez de compétitivité internationale. Ça me donne l'occasion de revenir à ce que je disais en tout début d'émission, ce nouvel ordre mondial qui se dessine. Donald Trump qui promet des droits de douane de 25% sur les produits européens. Je crois qu'on est à 3,5% en moyenne aujourd'hui. Ça veut dire x7. Qu'est-ce que vous disent les entreprises, là, en Pays de la Loire? Ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est lointain ou au contraire, ça va nous concerner et très vite et proche de chez nous? Un chiffre, si je peux me permettre. Christophe Durand. Le 44 exporte 2 fois plus que la moyenne nationale. Voilà, tout est dit. Vers les États-Unis notamment, c'est un des marchés? En l'occurrence, mais d'une manière générale, on exporte 2 fois plus que nos départements voisins. Donc c'est un sujet forcément prégnant, très très important. Et forcément, ça inquiète, c'est anxiogène. Quand vous avez un industriel ou un petit producteur qui exporte 10, 20, 30% de sa production en Amérique du Nord, c'est un sujet anxiogène. On parlait des secteurs touchés globalement par la crise économique, ceux qui peuvent être directement impactés par ces nouveaux droits de douane à l'avenir sur le marché américain. Est-ce qu'on connaît les secteurs en Pays de la Loire qui peuvent être directement impactés ? En Pays de la Loire, on a premier secteur au niveau de la France, hein, c'est tout ce qui est aéronautique. Je crois qu'on est un peu touché concernant notre région. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a vous le savez, il y a une certaine imprévisibilité de ce qui va être décidé par le président Trump. Et donc, on est plutôt aujourd'hui dans une incertitude totale de ce qui va être décidé. Et donc, ça, c'est compliqué. On sait qu'il y aura des conséquences, mais d'aller les mesurer dans le détail, c'est un peu plus complexe aujourd'hui. Mais alors, il y a l'industrie, notre industrie majeure, l'industrie agroalimentaire dans notre région, qui pourrait être concernée, c'est évident. Avec tous les débats qu'il y a eu aujourd'hui avec des produits qui viendraient de certains endroits, avec le Mercosur, ça avec d'autres normes, bien sûr, il y a des normes aussi. Et c'est ce que l'Europe est en train de travailler aujourd'hui, c'est comment se protéger par rapport à ça et comment réagir. Et là, il y a encore des attitudes différentes de l'Europe. Est-ce qu'on attaque d'abord ou est-ce qu'on réagit à ce qui nous sera donné comme droit de douane? Et on sent que l'Europe est en train de bouger aussi, forcée de bouger face à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. J'imagine qu'à la CCI, on s'en inquiète de ce nouvel ordre mondial, d'une guerre économique ouverte avec les États-Unis? Alors oui, bien sûr. Je vais juste revenir un instant parce qu'on parlait de bénéfices records il y a quelques instants pour certaines entreprises. Il faut se dire que les grands groupes nationaux français font l'essentiel de leurs bénéfices en dehors de la France. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à maintenir ces équilibres-là. Nous avons besoin de très grandes entreprises françaises qui se développent partout dans le monde et on a des fleurons, et donc le luxe par exemple, où on vend dans le monde entier et on a des usines de production dans nos territoires et en Pays de la Loire, un certain nombre d'usines qui font du très haut de gamme et qu'on arrive à garder ici, et ils font l'essentiel et ils vendent pour l'essentiel en dehors de la France. Le luxe qui est un des secteurs justement qui peut être concerné par le luxe justement peut être concerné. Cela dit, il faut dire, quand on fait des droits de douane, on impacte aussi ses ressortissants. Et donc c'est pour ça qu'on ne sait pas où on va, parce que c'est bien de dire on va mettre 25%, mais par exemple Boeing a besoin de pièces que nous produisons en Europe. Et donc, s'ils les achètent avec 25% de taxes en plus, ça va augmenter leur prix de production. Et donc, c'est pour ça qu'il y a l'annonce. Le président américain dit on a fait les comptes et on est gagnant. Oui, mais en 15 jours. Il a fait les comptes en 15 jours. Bon, et donc lui, c'est un magicien, mais nous ne sommes pas des magiciens, on travaille. Et donc, il y a des annonces qui peuvent se faire, et puis il y a des réalités qui vont effectivement être en face. Juste pour vous dire, on parle de 3,5 millions d'entreprises, 4 millions d'entreprises en France. Vous imaginez aux États-Unis le nombre d'entreprises. Impossible de savoir exactement quel va être l'impact sur quelles et quelles entreprises. Des entreprises risquent de disparaître aux États-Unis simplement parce qu'il leur a dit on va augmenter ça. Et chez nous en France et en Pays de la Loire, il y a clairement des entreprises qui s'inquiètent pour leur survie, qui viennent vous voir aujourd'hui à la CCI en disant je ne sais pas ce que je vais devenir si jamais cette mesure américaine est votée, en tout cas est appliquée. Il y a quelques jours, nous étions avec l'ambassadeur d'Ukraine en France, et donc il y avait plein d'exportateurs qui étaient là, et donc on était une trentaine d'entreprises à discuter avec l'Ukraine dans le cadre de gros projets de reconstruction. Au-delà de l'Ukraine, la discussion forcément se posait entre relations États-Unis-Ukraine et les difficultés. Les entrepreneurs, un certain nombre d'entrepreneurs qui travaillent avec les États-Unis, effectivement, sont en train d'appréhender ça. Et que fait l'entrepreneur? Il essaie de trouver des solutions alternatives et donc d'autres marchés pour essayer de
de se désengager un peu de cette dépendance aux États-Unis. On entend cette inquiétude, on entend aussi certains grands patrons regarder ce qui se passe aux États-Unis avec un peu parfois d'admiration. On a entendu Bernard Arnault notamment. Qu'est-ce qui ressort, vous, notamment des chefs des petites et moyennes entreprises? On se dit, ce qui se passe aux États-Unis, la dérégulation, ça donne des idées pour la France, ou au contraire, pas du tout, c'est le modèle inverse qu'il nous faut. On a entendu souvent le discours au sein des chefs d'entreprise qu'il y avait trop de normes notamment. Il y a eu un grand choc de simplification qui a été voté l'année dernière. Quelle est la position un peu politique par rapport à ce qui se passe outre-Atlantique? Vous arrivez à prendre ce pouls-là? Moi, à mon avis, il faut trouver un juste milieu. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis est complètement dingue et extrémiste. Ça, c'est mon point de vue, et je pense qu'on est on est très nombreux à le partager. La dérégulation n'a de sens que si elle est maîtrisée, et là, elle va à tout crin. Après, en France et en Europe, c'est vrai qu'on a des strates de réglementation qui peuvent enfreindre le développement. Et c'est vrai que parfois, ça peut ressembler à un casse-tête chinois. On est bien d'accord. Donc, je pense qu'il est nécessaire de trouver un juste milieu. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de la CSRD. J'ai trouvé c'est 3% du PIB, du produit intérieur brut, les normes en France, 84 milliards. Oui. C'était un rapport sénatorial qui a donné ce chiffre. On parle par exemple de la CSRD. La CSRD, c'est la comptabilité non financière, donc environnementale, que les ETI doivent mettre en place à partir de 2025, 2024, 2025. Ça va dans le sens de l'histoire, si vous voulez, de contraindre le monde économique à un petit peu plus de vertu environnementale. Donc ça, c'est plutôt super. Après, c'est dans son application. Est-ce que la réglementation de la CSRD est adaptée pour des TPE, des PME, à qui on va demander, qui travaillent avec des grands groupes, à qui on va demander une comptabilité non financière et environnementale? Voilà, c'est... La problématique, c'est de trouver un juste milieu entre ce que l'on demande et ce que les entreprises peuvent réellement mettre en œuvre sans les entraver énormément dans leur développement et dans leur environnement. Et tout ça, un choc de simplification qui doit se poursuivre, mais avec mesure et non pas à la tronçonneuse comme outre-Atlantique. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission de Dimanche en politique. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour parler cybersécurité. Aussi les entreprises, mais pas seulement, les collectivités, les hôpitaux, etc. Émission à retrouver donc la semaine prochaine. Passez une très très bonne journée sur France 3.